Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 dans la ville d'Ajaccio, sur l'île de Corsignano. Sa famille, les Bonaparte, était de petite noblesse italienne installée en Corse depuis plusieurs générations. Au moment de sa naissance, la Corse venait d'être cédée à la France par la République de Gênes. Le père de Napoléon, Carlo Bonaparte, était un avocat qui avait initialement soutenu la résistance corse contre la domination française. Sa mère, Laetitia Ramolino, était connue pour son caractère fort et l'éducation disciplinée de ses enfants. Le jeune Napoléon était le deuxième de 8 enfants survivants dans un foyer animé et ambitieux. À l'âge de 9 ans, il fut envoyé en France continentale pour commencer son éducation formelle. Il fréquenta d'abord une école religieuse à Autun pour améliorer son français avant d'entrer dans une académie militaire. En 1779, il fut admis à l'école militaire de Brienne-le-Château, où il excella en mathématiques et en géographie. Napoléon était souvent taquiné par ses camarades de classe pour son accent corse et ses origines relativement modestes. Il devint un étudiant solitaire, passant une grande partie de son temps libre à lire l'histoire et les œuvres des philosophes des Lumières. En 1784, il fut sélectionné pour la prestigieuse école militaire de Paris pour se spécialiser dans l'artillerie. Il acheva le cours de 2 ans en un seul an, démontrant son intelligence et sa force de travail remarquables. À l'issue de ses études, il fut nommé sous-lieutenant dans le régiment d'artillerie de la Fer-Pointe. Alors qu'il était en garnison à Valence, il continua à s'instruire, particulièrement sur l'histoire des grands chefs militaires comme Alexandre le Grand-Py. L'éclatement de la Révolution française en 1789 offrit de nouvelles opportunités à l'ambitieux jeune officier. Napoléon passa d'abord beaucoup de temps en Corse, s'impliquant dans la politique locale complexe de l'île. Il entra en conflit avec le chef patriote corse Pascal Paoli, qui cherchait l'indépendance plutôt que l'intégration à la France. En 1793, après une expédition ratée et une rupture avec Paoli, Napoléon et sa famille furent contraints de fuir vers la France continentale. Désormais capitaine, Napoléon fut affecté au siège de Toulon, où les forces royalistes étaient soutenues par une flotte britannique. Il conçut un plan brillant pour s'emparer des hauteurs dominant le port, ce qui obligerait les navires britanniques à se retirer. Lors de l'assaut, il fut blessé à la cuisse par une baïonnette, mais continua à diriger ses hommes avec courage. Le succès de son plan mena à la reprise de Toulon et lui valut le grade de général de brigade à l'âge de 24 ans de soins. Après la chute de Maximilien Robespierre, Napoléon fut brièvement emprisonné en raison de ses liens avec les Jacobins pontistes. Il fut finalement libéré et se retrouva à Paris, cherchant une nouvelle affectation dans un climat politique instable. En octobre 1795, il fut chargé de défendre la Convention nationale contre une insurrection royaliste à Paris-Pierre. Il utilisa sa célèbre yobouffée de mitrailleux pour disperser la foule, consolidant sa réputation de défenseur de la République. Cette victoire attira l'attention de Paul Barras, un membre clé du nouveau gouvernement du Directoire. Durant cette période, il rencontra Joséphine de Beauharnais, une veuve socialement en vue qui le fascina complètement. Ils se marièrent civilement le 9 mars 1796, quelques jours seulement avant son départ pour son nouveau commandement. Napoléon fut nommé commandant de l'armée d'Italie, qui était mal approvisionnée et démoralisée. Il transforma cette force négligée grâce à un commandement charismatique et des promesses de gloire et de richesse. La première campagne d'Italie commença par une série de victoires rapides contre les armées autrichiennes et sardes. À la bataille de Lodi, Napoléon mena personnellement une charge sur un pont sous un feu nourri, gagnant le surnom de Aga, le petit caporal, You. Il entra dans Milan en conquérant, établissant plusieurs républiques sur à travers l'Italie du Nord. Son génie stratégique fut de nouveau démontré à la bataille de Rivoli, où il battit de manière décisive les Autrichiens. Napoléon se révéla également être un diplomate avisé, négociant le traité de Campo Formio avec l'Autriche permanente. Il envoya d'importantes quantités d'œuvres d'art et de trésors pillés à Paris, renforçant sa popularité auprès du public français. Revenant à Paris en héros, il commença à planifier une expédition en Égypte pour saper les routes commerciales britanniques vers l'Inde. L'expédition comprenait non seulement des soldats, mais aussi un groupe de scientifiques et de savants connus sous le nom de Eke Savant Dio. La flotte française échappa à la marine britannique et débarqua en Égypte en juillet 1798. À la bataille des Pyramides, les carrés d'infanterie moderne de Napoléon écrasèrent la cavalerie traditionnelle, mamelouk. Cependant, l'amiral britannique Horatio Nelson détruisit la flotte française à la bataille d'Aboukir, bloquant l'armée. Napoléon tenta d'étendre sa conquête vers la Syrie, mais fut repoussé au siège de Saint-Jean d'Acre.
Pendant la campagne, la pierre de Rosette fut découverte, ce qui se révélerait plus tard essentiel pour déchiffrer les hiéroglyphes. Apprenant l'instabilité politique en France et la formation d'une deuxième coalition, Napoléon décida de rentrer chez lui. Il laissa son armée en Égypte et arriva en France en octobre 1799 sous un accueil enthousiaste du peuple. Napoléon se joignit à une conspiration avec Emmanuel-Joseph Sieyès et d'autres pour renverser le Directoire défaillant. Le coup d'État du 18 Brumaire eut lieu les 9 et 10 novembre 1799, bien qu'il ait failli échouer au sein de la législature. Le coup d'État réussit et un nouveau gouvernement appelé consulat fut établi avec Napoléon comme premier consul consul. Il s'empressa de consolider son pouvoir, devenant le dictateur effectif de la France à 30 ans point. En 1800, il mena son armée à travers le col du Grand Saint-Bernard, dans les Alpes, pour surprendre les Autrichiens en Italie. La bataille de Marengo fut une quasi-défaite qui se transforma en une victoire décisive grâce à l'arrivée de renforts Prussiens. La victoire de Marengo contraignit les Autrichiens à demander la paix, menant au traité de Lunéville. Napoléon tourna ensuite son attention vers les réformes intérieures, notamment à la création du Code civil, ou Code Napoléon. Le Code standardisait les lois à travers la France, mettant l'accent sur l'égalité devant la loi et le droit de propriété. Il créa également la Banque de France pour stabiliser l'économie et la monnaie du pays. En 1801, il signa le concordat avec le pape Pie VII, rétablissant le statut de l'Église catholique en France. Au bout, non. Napoléon vendit le territoire de la Louisiane aux États-Unis en 1803 pour financer ses futures campagnes militaires. En 1802, il fut déclaré premier consul à vie à la suite d'un plébiscite national. Des complots internes contre sa vie, tels que la conspiration de Cadoudal, l'incitèrent à rechercher un titre héréditaire plus stable. Le 2 décembre 1804, Napoléon fut sacré empereur des Français lors d'une magnifique cérémonie à la cathédrale Notre-Dame. Par un geste audacieux, il prit la couronne des mains du pape et la posa sur sa propre tête. Il couronna ensuite Joséphine comme impératrice devant la noblesse et les dignitaires étrangers assemblés. Le couronnement marqua le début du premier empire français et une nouvelle ère de l'histoire européenne. Napoléon créa une nouvelle noblesse d'empire, récompensant ses généraux les plus fidèles avec des titres comme duc et prince Pensy. Les Britanniques, méfiants face à l'expansion française, formèrent la troisième coalition avec l'Autriche et la Russie en 1805. Napoléon abandonna ses projets d'invasion de l'Angleterre et fit marcher sa grande armée au cœur de l'Allemagne. Il remporta une victoire stratégique spectaculaire à la bataille d'Ulm, capturant toute une armée autrichienne sans combat majeur. Cependant, la flotte française fut détruite par Nelson à la bataille de Trafalgar, assurant la suprématie navale britannique. Nullement découragé, Napoléon marcha à la rencontre des forces combinées russes et autrichiennes en Moravie. Le 2 décembre 1805, jour anniversaire de son couronnement, il livra la bataille d'Austerlitz. Austerlitz est considéré comme son plus grand chef-d'œuvre tactique, où il attira les Alliés dans un piège. La victoire contraignit l'Autriche à signer le traité de Presbourg et mena à la dissolution du Saint-Empire romain germanique. Napoléon établit la Confédération du Rhin, un groupe d'États allemands sous sa protection. La Prusse, alarmée par l'influence française en Allemagne, rejoignit la quatrième coalition en 1806. Napoléon écrasa l'armée prussienne lors des deux batailles simultanées d'Iéna et d'Auerstedt en une seule journée. Il entra triomphalement dans Berlin, faisant défiler ses troupes sous la porte de Brandebourg. Depuis Berlin, il publia le décret de Berlin, instaurant le blocus continental pour bloquer le commerce britannique. La guerre se poursuivit en Pologne contre les Russes, menant à la bataille sanglante et indécise d'Élopolno. En juin 1807, Napoléon remporta une victoire décisive sur les Russes à la bataille de Friedland. Le tsar Alexandre Ier rencontra Napoléon sur un radeau au milieu du fleuve Niémen pour négocier la paix. Les traités de Tilsit divisèrent l'Europe en zones d'influence française et russe. La Prusse fut dépouillée de la moitié de son territoire, utilisé pour créer le duché de Varsovie et le royaume de Westphalie. Au sommet de sa puissance, Napoléon contrôlait ou influençait presque tout le continent européen. Cependant, le blocus continental s'avéra difficile à appliquer et causa des difficultés économiques pour beaucoup. En 1807, il envoya des troupes occuper le Portugal pour fermer ses ports aux navires britanniques. Il se tourna ensuite contre son allié, l'Espagne, forçant le roi à abdiquer et plaçant son frère Joseph Bonaparte sur le trône. Le peuple espagnol se souleva dans une féroce guérilla contre l'occupation française. La guerre d'Espagne devint un yoguet ulcère sanglant.
qui draina les ressources et les effectifs français pendant des années. La Grande-Bretagne envoya une armée dirigée par Sir Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, pour soutenir les Espagnols et les Portugais. En 1809, l'Autriche déclara de nouveau la guerre, formant la 5e coalition alors que Napoléon était occupé en Espagne. Napoléon revint précipitamment vers le Danube et livra la grande bataille d'Aspernesling, sa première défaite majeure en 10 ans de soins. Il finit par vaincre les Autrichiens à la bataille de Wagram, la plus grande bataille de l'histoire jusqu'à cette date. L'Autriche fut contrainte de signer le traité de Schönbrunn, perdant encore plus de territoire et devenant une alliée de la France. Napoléon divorça de Joséphine en 1810 parce qu'elle ne lui avait pas donné d'héritier au trône. Il épousa ensuite l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche pour consolider son alliance avec les Habsbourg. Marie-Louise donna naissance à un fils, Napoléon II, qui reçut le titre de roi de Rome. Les relations avec la Russie se détériorèrent, le tsar Alexandre étant mécontent du blocus continental et du duché de Varsovie. En 1812, Napoléon rassembla la plus grande armée jamais vue, la grande armée de plus de 600 000 hommes, pour envahir la Russie. L'armée russe se retira profondément dans son territoire, utilisant la tactique de la terre brûlée pour priver les Français de ravitaillement. Les deux armées se rencontrèrent enfin à la bataille de la Moskova, un conflit brutal et sanglant juste à l'extérieur de Moscou. Napoléon entra dans Moscou en septembre, mais la ville était largement déserte et fut bientôt en proie aux flammes. Il attendit dans les ruines de Moscou pendant 5 semaines, espérant que le tsar demanderait la paix, mais aucune offre ne vint. L'hiver approchant et les fournitures s'épuisant, il ordonna la longue retraite de Moscou. L'hiver russe s'installa tôt et avec une extrême sévérité, dévastant l'armée en retraite. La grande armée était constamment harcelée par les cosaques russes et les troupes régulières. Au moment où l'armée atteignit la rivière Bérésina, elle était réduite à une fraction de sa taille originelle. Napoléon quitta son armée en décembre pour retourner à Paris et lever une nouvelle force pour défendre son empire. Le désastre russe encouragea ses ennemis à former la 6e coalition, comprenant la Prusse, l'Autriche et la Suède. Napoléon parvint à lever une nouvelle armée et remporta plusieurs autres victoires en Allemagne, mais ses forces étaient jeunes et inexpérimentées. La bataille décisive de Leipzig, connue sous le nom de Haguet Bataille des Nations, eut lieu en octobre 1813. Les Français furent vaincus et contraints de battre en retraite de l'autre côté du Rhin, vers la France tissée. Au début de 1814, les Alliés envahirent la France de plusieurs directions. Napoléon mena une brillante campagne défensive, remportant plusieurs petites victoires contre des effectifs supérieurs. Cependant, ses maréchaux et le peuple français étaient épuisés par des années de guerre constante. Paris fut capturé par les Alliés le 31 mars 1814. Napoléon fut contraint d'abdiquer sans condition le 6 avril 1814, au château de Fontainebleau. Il fit des adieux larmoyants à sa vieille garde dans la cour du château. Le traité de Fontainebleau l'exila sur la petite île méditerranéenne d'Elbe. Il fut autorisé à conserver le titre d'empereur et une garde personnelle de 600 hommes. La monarchie des Bourbons fut restaurée en France, Louis XVIII montant sur le trône. Napoléon s'impatienta à l'île d'Elbe et suivit de près les nouvelles de France et du Congrès de Vienne. En février 1815, il s'échappa de l'île d'Elbe avec sa petite force et débarqua dans le sud de la France. Les troupes envoyées pour l'arrêter se joignirent au contraire à lui, et sa marche vers Paris devint une procession triomphale. Louis XVIII fuit Paris, et Napoléon reprit le trône pour une période connue sous le nom des 100 jours. Les Alliés le déclarèrent immédiatement hors la loi et mobilisèrent leurs forces pour la 7e coalition. Napoléon décida de frapper le premier en envahissant la Belgique pour séparer les armées britanniques et prussiennes. Le 18 juin 1815, l'affrontement final eut lieu lors de la bataille de Waterloo. Les Britanniques sous Wellington tenaient une position défensive solide sur une crête. La cavalerie française effectua de nombreuses charges désespérées, mais ne put briser les carrés britanniques. L'arrivée de l'armée prussienne sous Gebhard Leberecht von Blücher tard dans la journée fit basculer le sort de la bataille. La dernière réserve de Napoléon, la garde impériale, fut repoussée pour la première fois de son histoire. La défaite à Waterloo fut totale et Napoléon s'enfuit à Paris. Il abdiqua une seconde fois en faveur de son fils, mais les Alliés occupèrent à nouveau Paris. Napoléon se rendit aux Britanniques, espérant l'asile en Angleterre. Au lieu de cela, les Britanniques décidèrent de l'exiler sur l'île isolée de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique sud-ouest. Il passa ses dernières années à Longwood House, une résidence humide et venteuse sur l'île. Il était étroitement surveillé par le gouverneur britannique, Sir
Hudson Lowe, avec qui il entretenait une relation difficile. Napoléon passa une grande partie de son temps à dicter ses mémoires et à réfléchir sur sa carrière. Sa santé déclina progressivement en raison d'une combinaison du climat de l'île et d'une affection gastrique chronique. Napoléon Bonaparte mourut le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans soins. Ses derniers mots auraient été « Orga France », l'armée, tête d'armée, Joséphine, lieu. Il fut enterré dans une tombe simple, à Sainte-Hélène, les Britanniques refusant que son corps retourne en France. En 1840, ses restes furent finalement ramenés en France et inhumés lors d'une grande cérémonie. Son corps repose aujourd'hui dans un massif sarcophage de quartzite rouge au Dôme des Invalides à Paris. L'héritage de Napoléon est complexe, considéré à la fois comme un grand réformateur et un conquérant avide de pouvoir. Le Code Napoléon reste la base du droit civil dans de nombreux pays à travers le monde aujourd'hui. Ces innovations militaires, telles que le système des corps d'armée, ont influencé la guerre pendant plus d'un siècle. Il a également contribué à la montée du nationalisme en Europe, tant au sein de la France que parmi les nations qui l'a conquise. Napoléon a changé le cours de l'histoire européenne par son ambition, son intelligence et sa simple volonté. Chio célèbre aujourd'hui son fils le plus célèbre avec de nombreuses statues et des musées. La maison de la famille Bonaparte, la maison Bonaparte, est aujourd'hui un musée national et une destination touristique prisée. Sa vie a fait l'objet d'innombrables livres. Le ego complexe de Napoléon est un terme psychologique populaire, bien que sa taille réelle fût moyenne pour son époque. Son influence sur l'art et la culture de la période Empire est encore visible dans l'architecture et le mobilier. De nombreux grands musées du monde, comme le Louvre, contiennent des trésors qui sont passés entre ses mains. Napoléon reste l'une des figures les plus reconnaissables et les plus étudiées de l'histoire humaine. Son ascension, de petit noble corse à empereur des Français, est une histoire remarquable de méritocratie pontife. Il était un maître de la propagande, soignant soigneusement son image publique tout au long de sa carrière. Son yoga mémorial de Sainte-Hélène devint un best-seller et contribua à créer la légende napoléonienne. Aujourd'hui encore, les débats sur son caractère et ses actions continuent de susciter passion et controverse. La phrase « yoga pas ce soir », Joséphine est un mythe populaire mais probablement apocryphe qui lui est associé. Il a entretenu toute sa vie une relation d'amour-haine avec les Britanniques, ses ennemis les plus persistants. Son système administratif centralisé façonne encore la structure de l'État français moderne. Le système métrique a été standardisé et s'est répandu à travers l'Europe pendant l'ère napoléonienne. L'obsession de Napoléon pour l'Égypte a conduit à la naissance de l'égyptologie moderne. Il était un écrivain prolifique, laissant derrière lui des milliers de lettres et de documents. Son mariage avec Marie-Louise était une décision politique qui n'a finalement pas réussi à sauver son empire. L'aigle aigle était le symbole qu'il avait choisi, figurant sur les drapeaux, les bâtiments et les étendards militaires. L'histoire de Napoléon est un rappel du pouvoir de l'individu à changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Il ne dormait souvent que quelques heures par nuit, stimulé par son ambition intense et le café point. Son cheval préféré, Marengo, l'a accompagné dans nombre de ses batailles les plus célèbres. Le bicorne de Napoléon est devenu sa marque de fabrique, souvent porté à guet en bataille, parallèlement aux épaules. Il était connu pour avoir un tempérament vif, mais aussi une capacité de grand charme et de générosité. La Légion d'honneur, qui l'a établie, demeure la plus haute distinction de la France pensée. Sa chute fut aussi dramatique et rapide que son ascension spectaculaire au pouvoir. La présence de Napoléon se fait encore sentir dans les noms de rues, de ponts et de monuments à travers toute la France toute la France. Il reste une figure de fascination, un homme qui a osé s'imaginer comme un nouveau César Prévin. L'histoire du XIXe siècle est inséparable de l'ombre portée par Napoléon Bonaparte. Son histoire se termine là où elle a commencé, avec un héritage qui continue d'intriguer le monde. Napoléon fut également un pionnier dans l'utilisation d'unités militaires, spécialisées comme les sapeurs et les mineurs. Il a introduit un système d'écoles secondaires appelé lycée pour former les futurs dirigeants de la France. Au cours de ses campagnes, il partageait souvent les épreuves de ses soldats, mangeant des rations simples et dormant sur le sol. Sa capacité à traiter de vastes quantités d'informations et à prendre des décisions rapides était légendaire. Il croyait fermement au pouvoir de la gloire, pour motiver les hommes et les nations. Les frères de Napoléon furent placés sur divers trônes européens, créant une dynastie Bonaparte.
Il entretenait une relation complexe avec la presse, censurant souvent les journaux critiques tout en promouvant son propre récit. Son intérêt pour la science a conduit à des avancées significatives dans des domaines comme la chimie et la biologie pendant son règne. Le Hérault Grand Sanhédrin, élu de Napoléon en 1807, fut un événement marquant dans l'histoire de l'émancipation des Juifs en Europe. Il était un maître de la logistique, bien que la campagne de Russie ait prouvé que même ses limites pouvaient être atteintes. Sa bibliothèque personnelle l'accompagnait lors de ses campagnes, logée dans des mallettes portatives spécialement conçues. Les Yobé bulletins de la Grande Armée Yo de Napoléon étaient largement lus et contribuaient à maintenir le moral au pays. Il fut profondément affecté par la perte de ses amis proches et de ses maréchaux sur le champ de bataille. Ces réformes administratives incluaient la création du système des Hoguets-préfets EO pour gouverner les départements français. L'influence de Napoléon s'est étendue au monde de la mode, la taille empire, taille haute, devenant populaire. Il était fasciné par l'histoire des croisades et se comparait souvent aux grands chefs de cette époque. Son Yogé Grand Empire, Keo, à son apogée, comprenait des territoires directement annexés allant de Rome à Hambourg. L'utilisation par Napoléon de la formation en Yeke-Carré fut un facteur clé du succès de son infanterie contre la cavalerie. Il était un protecteur des arts, commandant d'immenses peintures d'histoire pour documenter ses victoires. Les Yobé Abeyo étaient un autre de ses symboles, représentant le travail acharné et l'assiduité de son peuple. Le Ergo Blocus continental Yeux de Napoléon était également une forme de guerre économique contre la révolution industrielle britannique. Il portait un vif intérêt à l'agriculture et encourageait la plantation de nouvelles cultures comme la betterave à sucre. Son Yoba Université impériale était conçu pour contrôler tous les niveaux d'éducation en France ménère. La garde personnelle de Napoléon, les chasseurs à cheval, était son unité de cavalerie d'élite la plus fiable. Il était connu pour sortir occasionnellement déguisé pour entendre ce que le petit peuple disait de lui. Son yoga hôtel des Invalidieux fut agrandi pour offrir de meilleurs soins aux nombreux vétérans de ces guerres. L'impact de Napoléon sur les États allemands a contribué à préparer la voie à l'unification allemande ultérieure. Il était un maître dans l'utilisation du terrain à son avantage, choisissant souvent lui-même le champ de bataille. Sa EOT Grande Armée U était une force multinationale, comprenant des soldats venus de toute l'Europe. Le Code d'instruction criminelle de Napoléon en 1808 a standardisé les procédures judiciaires dans les affaires pénales. C'était un travailleur infatigable, commençant souvent sa journée à l'aube et travaillant tard dans la nuit. Sa EOT Garde impériale, était souvent maintenue en réserve et n'était engagée qu'au moment le plus critique d'une bataille. Le Ega Blocus continental de Napoléon a entraîné l'essor de produits de substitution comme la chicorée à la place du café pointi. Il avait une excellente mémoire des visages et des noms, ce qui l'aidait à fidéliser ses troupes. Son Yoda Arc de triomphe du carrousel fut construit pour célébrer ses victoires de 1805. La AUB Campagne d'Italie de Napoléon en 1796-1797 est encore étudiée dans les académies militaires pour ses manœuvres brillantes. Il était un adepte des Lumières, mais son règne fut également caractérisé par une forte autorité centrale. Son Yoba Ordre de la Couronne de Fer fut établi pour son service au royaume d'Italie. La expédition d'Égypte de Napoléon était aussi une tentative de contester la domination navale britannique en Méditerranée. C'était un homme du peuple devenu empereur, un paradoxe qui a défini toute sa vie. Sa AIOT colonne de la Grande Armée à Boulogne-sur-Mer fut édifiée pour commémorer le projet d'invasion de l'Angleterre. Le Haguet traité d'Amiens de Napoléon en 1802 offrit une brève année de paix en Europe. Il aimait la musique, particulièrement l'opéra italien, auquel il assistait souvent à Paris. Son yoga décret impérial de 1810 organisa le barreau et la profession d'avocat en France. La RIB marche sur Moscou de Napoléon fut le début de la fin pour son rêve d'une Europe unie, sous domination française. C'était un homme qui vivait pour la gloire, et ce faisant, il a laissé une marque indélébile sur le monde. Son Yoga Code de procédure civile, de 1806, a affiné davantage le système juridique qu'il avait créé. C'était un visionnaire qui voyait le potentiel d'une monnaie et d'un système juridique européen unifié. Sa haute garde impériale, était composée de grognards qui se plaignaient mais lui restaient farouchement fidèles. La AIB Bataille des Trois Empereurs, de Napoléon à Austerlitz, est un exemple classique de la défaite d'une force plus nombreuse. C'était un homme d'une concentration intense,
capable d'ignorer les distractions pour se focaliser sur sa tâche. Son yoga Conseil d'État, Yu, était l'organe clé pour la rédaction des lois et règlements de son empire. Le Hague Globus continental, lieu de Napoléon, a entraîné l'essor du port d'Anvers comme centre majeur du commerce français. C'était un homme qui comprenait l'importance des symboles et les utilisait pour renforcer son pouvoir. Son Yobet traité de Tilsit Euro, avec la Russie, fut signé sur un radeau pour éviter toute question de préséance diplomatique. L'AIB invasion de l'Espagne par Napoléon fut une erreur stratégique qu'il admit plus tard être une faute majeure. C'était un homme qui inspirait à la fois un amour profond et une haine intense chez ceux qui le connaissaient. Son Académie impériale de musique a aidé à préserver et à promouvoir les traditions musicales de la France. La Yobe bataille de la Moskova de Napoléon fut la journée de combat la plus meurtrière des guerres napoléoniennes. C'était un homme qui croyait en son propre destin, parlant souvent de son étoile EUS. Son Yoba Code de commerce de 1807 a standardisé les lois sur les affaires et le commerce à travers son empire. La RB marche depuis l'île d'Elbe de Napoléon est l'un des paris politiques les plus audacieux et les plus réussis de l'histoire. C'était un homme qui était toujours en mouvement, parcourant des milliers de kilomètres à travers l'Europe pendant son règne. Sa garde impériale, était souvent la dernière à quitter le champ de bataille, assurant l'arrière-garde de l'armée en retraite. La RB bataille de Waterloo de Napoléon marqua la fin d'une époque et le début d'une nouvelle pour l'Europe. C'était un homme qui était à la fois un produit de la Révolution et son ultime conquérant. Ses yeux disent de l'histoire, un monde qui était toujours fasciné par lui. Le retour des cendres de Napoléon en 1840 fut un moment de réconciliation nationale pour la France. C'était un homme qui a osé rêver d'un monde différent. Et pendant un court moment, il en a fait une réalité. Sa légende napoléonienne, continue d'influencer la politique et l'identité française jusqu'à ce jour. Le Testament de Napoléon contenait ses dernières volontés et pensées pour son fils et son peuple. C'était un homme pétri de contradictions, une figure complexe et multiforme qui échappe à toute catégorisation simple. Son Yoba aigle impérial reste un symbole de puissance et d'autorité, même des siècles après sa mort. La Yobe bataille de Lodi fut un moment clé de sa carrière débutante, montrant sa bravoure personnelle et son sens du commandement. C'était un homme qui apprenait toujours, même dans ses dernières années sur l'île de Sainte-Hélène. Sa garde impériale, était composée d'Ekta, immortel, ou craint par ses ennemis et aimé de son peuple. La des batailles d'Austerlitz de Napoléon est toujours considérée comme un chef-d'œuvre de stratégie et de tactique militaire. C'était un homme qui était à la fois un génie et un tyran, une figure qui fera toujours l'objet de débats et de discussions. Son Yoba Code Napoléon, est son héritage le plus durable, un ensemble de lois qui a changé le monde à jamais. L'AIB Empire, de Napoléon fut un éclair brillant, mais éphémère dans le cours de l'histoire humaine. C'était un homme qui a vécu sa vie à une échelle grandiose, et ce faisant, il est devenu une légende. La paix de 1801 avec la Grande-Bretagne a permis à une vague de touristes anglais de visiter le Louvre nouvellement ouvert. L'AIB, Ordre des Trois Toisons d'Or, de Napoléon, était destiné à être la plus haute distinction militaire possible. Il a créé la maison d'éducation de la Légion d'honneur pour subvenir aux besoins des filles de soldats décorés. Sa République italienne a vu l'introduction du premier drapeau national italien, le tricolore. Le Grand Cabinet de Napoléon était le centre de son travail administratif, où il passait de nombreuses heures chaque jour. Il était passé maître dans l'utilisation de la stratégie des AOP lignes intérieures pour vaincre ses ennemis, un par un. Son Yoba, traité de Tolentino avec le pape en 1797, a vu de nombreux manuscrits précieux envoyés à Paris. La Yobe bataille du pont d'Arcole a vu Napoléon s'emparer personnellement d'un drapeau et mener une charge. C'était un homme qui croyait en l'importance des travaux publics, comme la construction de nouveaux ponts et canaux. Sa garde impériale avait sa propre musique, qui jouait pour inspirer les troupes pendant la marche. La Harbe bataille de Marengo de Napoléon a vu la mort de son ami proche, le général Louis Desaix. C'était un homme qui maîtrisait à la fois le détail et avait une vision d'ensemble. Son Yoba Conseil des 500 était la chambre basse de la législature sous le Directoire.
Le siège de Mantoue par Napoléon fut une opération longue et difficile qui mit à l'épreuve sa patience et ses compétences. C'était un homme qui avait toujours plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Son yoga décret impérial, de 1806, établit le tribunal de commerce à Paris. Lors de sa yoga marche vers Vienne, en 1805, il entra dans la ville en conquérant, mais aussi en protecteur de l'ordre. C'était un homme qui était à la fois un produit de son époque et une figure qui a contribué à la façonner. Son yoga ordre de la Réunion fut établi pour son service au territoire nouvellement annexé en Hollande et en Allemagne. La bataille de Friedland de Napoléon a vu la destruction complète du centre de l'armée russe. C'était un homme qui maîtrisait toujours ses émotions, même dans les situations les plus stressantes. Sa garde impériale, était composée de la vieille garde, les soldats les plus expérimentés et respectés de son armée. Son yoga traité de Fontainebleau avec l'Espagne en 1807 permettait aux troupes françaises de traverser le pays vers le Portugal. C'était un homme qui maîtrisait à la fois la parole et était un scripteur de lettres infatigable. Sa garde impériale, possédait ses propres hôpitaux et soignait ses membres blessés et retraités. La bataille de Wagram de Napoléon a vu la première utilisation à grande échelle d'une artillerie concentrée. La grande batterie, C'était un homme qui était à la fois un génie tactique et un maître stratégique. Son yoga code de droit civil a été le fondement du système juridique de nombreux pays européens pendant des décennies. L'invasion de la Russie par Napoléon fut un échec catastrophique qui mena à l'effondrement de son empire. C'était un homme qui était à la fois un héros et un méchant, une figure qui sera toujours une source de fascination. Sa garde impériale, comprenait la jeune garde composée des membres les plus récents et les plus enthousiastes de sa garde. La bataille de Leipzig de Napoléon fut le début de la fin pour sa domination en Allemagne. C'était un homme qui était à la fois un maître du champ de bataille et un réformateur infatigable de l'État. Sa légende napoléonienne, s'est construite sur les récits de sa bravoure, de son génie et de sa tragédie ultime. L'aigle impérial, de Napoléon, était le symbole du nouvel ordre qu'il avait créé en Europe. C'était un homme qui a vécu sa vie avec un sens du devoir et un désir de grandeur. La décision de 1803 de réformer la Confédération suisse a conduit à l'acte de médiation. La gendarmerie d'élite, de Napoléon, assurait la sécurité des palais impériaux et de sa personne. Il s'est personnellement intéressé à la construction du canal de l'Ourcq pour alimenter Paris en Ouest. Pendant son exil à l'île d'Elbe, il a complètement réorganisé la petite armée et les infrastructures de l'île. Sa garde impériale, portait ses célèbres et imposants bonnets à poils d'ours pour paraître plus impressionnante à l'ennemi. La sœur de Napoléon, Pauline Bonaparte, était connue pour sa beauté et son style de vie scandaleux à Paris. Il a établi un système de concours pour garantir que les postes administratifs soient basés sur le talent point. Son Observatoire impérial, à Paris, était un centre de recherche astronomique et de navigation point. La bataille de Smolensk de Napoléon en Russie a été le théâtre de certains des combats les plus acharnés de l'invasion initiale. Il était connu pour son incroyable endurance, restant souvent en selle plus de 15 heures lors d'une campagne. Son ordre de la couronne de Westphalie fut créé pour le nouveau royaume de son frère Jérôme, en Allemagne. Le traité de San Ildefonso de Napoléon en 1800 a secrètement rendu le territoire de la Louisiane à la France par l'Espagne. Il croyait fermement en l'importance d'une banque centrale forte pour contrôler les finances de la nation. Sa grande armée utilisait le tambour du pas de charge pour garder le rythme lors d'un assaut d'infanterie. La bataille de Bautzen et de Napoléon en 1813 fut une victoire chèrement acquise qui ne fut pas décisive par manque de cavalerie. C'était un homme qui valorisait la loyauté par-dessus presque tout, mais il fut souvent déçu par ses subordonnés. Sa garde impériale, possédait ses propres unités d'artillerie d'élite, connues sous le nom de filles de l'empereur au Juin. La invasion du Portugal, par Napoléon en 1807, a entraîné la fuite de la famille royale portugaise vers le Brésil. C'était un homme qui comprenait le pouvoir d'un geste simple, comme donner son propre manteau à un soldat blessé. Son Université impériale, a établi un programme standardisé pour toutes les écoles à travers l'Empire français. La bataille de Dresde de Napoléon en 1813 fut sa dernière victoire majeure sur le sol allemand. C'était un homme qui cherchait toujours de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité de son gouvernement.
Sa haute garde impériale était composée de Eki grognards, connus pour leur humour pince sans rire et leur capacité à endurer toute épreuve. Le blocus continental de Napoléon a finalement été sapé par la contrebande généralisée de marchandises britanniques. C'était un homme qui maîtrisait à la fois le détail et avait une vision d'ensemble, une rare combinaison de compétences. Son Yoga Code Napoléon fut la plus importante et la plus durable de toutes ces réformes. Un ensemble de lois qui a changé le monde. L'Aigué Empire de Napoléon fut une période de l'histoire courte mais brillante qui continue de fasciner et d'inspirer. C'était un homme qui a vécu sa vie avec un sens du devoir et le désir de laisser une marque durable sur le monde. La création en 1804 de la Aigué Garde de Paris, a doté la capitale d'une force de police dédiée. L'AOB, ordre des 2 Siciles de Napoléon, fut fondée lorsque son frère Joseph devint roi de Naples. Il ordonna la construction de la Aigué colonne Vendôme à Paris, fabriquée à partir des canons fondus d'Austerlitz. Au cours de ces dernières années, la santé de Napoléon fut suivie par plusieurs médecins, dont l'Irlandais Barry O'Meara pensait. Sa haute garde impériale, a refusé de se rendre à Waterloo, même lorsqu'elle était encerclée et submergée. Le frère de Napoléon, Lucien Bonaparte, a joué un rôle crucial dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1799. Il a établi un système de préfecture pour s'assurer que chaque partie de la France soit gouvernée selon les mêmes règles. Son palais impérial, de Saint-Cloud était sa résidence préférée, où il a passé de nombreux jours heureux en famille. La bataille de Hanau de Napoléon en 1813 l'a vu percer une force de barrage pour atteindre la sécurité du Rhin-Point. C'était un homme qui cherchait toujours de nouveaux moyens de motiver ses soldats et son peuple. Sa haute garde impériale, était composée de la HB, vieille garde les soldats les plus fiables et expérimentés de son armée, et ils furent les derniers à quitter le terrain. Le Aiguida blocus continental, de Napoléon, a favorisé l'essor de nouvelles industries en France, comme la production de colorants synthétiques. C'était un homme qui était à la fois un produit de son temps et une figure qui a aidé à le façonner, un homme dont la vie sera toujours une source d'émerveillement et de fascination. La mémoire de Napoléon continue d'être une force puissante dans le monde. Un rappel du pouvoir de l'individu a changé le cours de l'histoire.